Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont vous êtes l'auteur. Oui, vous ne rêvez pas, c'est grâce à vous que cette vidéo existe. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi donc? Qu'avons-nous fait? Don't panique, ne commence pas à t'affoler avec ton petit thé. Si tu es abonné à la chaîne, tout va bien se passer. T'as vu comment j'ai réussi à glisser le truc? Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai fait une sélection de 24 livres. Et pour chaque duo que je vous ai présenté, vous avez voté pour votre livre préféré. C'est donc une revisite du 12 livres pour 12 amis et vos votes ont déterminé ma pile à lire de 2024. Tous ces livres ont été pris d'ailleurs dans ma pile à lire, donc pas d'achat dans le lot, vraiment, je continue à respecter mes objectifs de 2024. Alors je l'avoue, l'année dernière, ce challenge n'a pas été une grande réussite, mais s'il vous plaît les amis, cessons de ressasser le passé et tournons-nous vers l'avenir. La fille qui essaie de se sauver un peu. Bref, trêve de blablatage et c'est parti, je vais vous dévoiler la liste que vous m'avez choisie, la pile à lire de 2024 que vous m'avez concoctée, donc c'est parti. Rescapé de mon challenge 23 livres pour 2023, il serait peut-être temps que je le lise, puisqu'en plus de ça, j'ai la duologie complète, j'ai même le spin-off, il serait peut-être temps. Mais est-ce que ça vous arrive aussi d'acheter comme ça une saga complète sans rien avoir lu, ou il y a que moi? Après, j'étais obligée quand même, parce que j'ai rencontré l'autrice l'année dernière à Yggdrasil, j'en ai donc profité pour prendre le tome 2 et son spin-off et les faire tous les deux dédicacés, donc on va dire que c'était un petit peu obligatoire. Ce premier livre, il s'agit de Alunia de Tif, qui est publié aux éditions Plume Blanche, et je me rends compte d'ailleurs que je me suis assortie aujourd'hui avec ce livre. C'est un livre pour lequel j'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai commencé d'ailleurs l'année dernière en lecture audio, mais une chose en entraînant une autre, j'ai finalement laissé tomber, non pas parce que ça me plaisait pas, mais plus parce que je suis partie sur d'autres choses tout simplement. Nombreux sont les trucs et astuces qu'on se dit pour ne pas avoir peur de l'orage, comme par exemple la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, ou encore compter les secondes qui séparent l'éclair du tonnerre, et ceci a une grande importance finalement dans Alunia, tout du moins pour le début, puisque nous allons suivre Léa, qui est une passionnée de photographie et encore plus la photographie des orages. Un jour de tempête où elle est motivée à braver la pluie, le vent et le froid, elle part à la poursuite justement de cet orage pour pouvoir le photographier. Manque de peau, la foudre s'abat sur la demoiselle, laissant sur son passage qu'une terre calcinée. Léa vient-elle de mourir ? Peut-être pas, parce que autour d'elle, ce n'est pas les flammes de l'enfer, mais bien les beaux paysages d'Alunia. Tout ceci est bien mystérieux, n'est-ce pas? J'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup justement quand on voyage vers un autre univers, mêlant le nôtre avec quelque chose de complètement imaginé. Cadeau dynamite de Bookstagram, coucou Manon si tu passes par là. Il traîne dans ma pile à lire depuis qu'elle me l'a offert et j'ai un honte, je dois avouer, de ne toujours pas l'avoir lu. En sachant que cette duologie a été un énorme coup de cœur pour elle, je suis très curieuse de découvrir la plume de Marie Réplin dans la carte des confins. Oyez oyez, brave moussaillon, embarqué avec moi à bord de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté avec son charmant capitaine et avec aussi Kali, récemment la propriétaire d'un compas enchanté. Il permettrait soi-disant de trouver la mystérieuse carte des confins, une légende des mers. Une alliance quelque peu romantique entre le dangereux pirate et la mystérieuse voleuse qui nous mènera, j'en suis sûre, dans une quête périlleuse. Alors on m'a prévenu que la romance tenait une place quand même très importante dans ce roman, tout comme le précédent livre que je vous ai présenté, il me semble que la duologie est terminée et elle compte également un spin-off. Lui aussi rescapé de mon challenge 23 livres pour 2023, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, parce que le tome précédent nous laissait avec un sentiment d'abandon suprême, une colère intense auprès d'un petit blondinet. Vous m'avez donc choisi le tome 3 d'Akotar pour cette année, donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Là aussi, ce livre est assorti finalement à mon pull. Je vous cache pas aussi que j'en ai marre de me faire spoiler l'univers de Sarah J. Maas sur Instagram, donc il va falloir que je me mette à jour rapidement dans ces sagas, ça devient une nécessité. Ce qui m'amène donc au prochain roman que vous m'avez choisi, il s'agit du premier tome de Keleana, toujours de Sarah J. Maas. Parce que tout le monde me dit qu'il faut que je lise Keleana et Akotar avant de me lancer sur Crescent City, donc ok, je vous ai entendu et j'ai compris aussi le gros sous-entendu derrière. Les retours que j'ai pu en avoir, c'est qu'il était largement moins bon que les autres. En même temps, l'autrice a commencé cette saga quand elle avait 16-17 ans par là. Forcément, on peut constater une qualité peut-être moins bonne par rapport à ce qu'elle nous a pondu derrière, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est normal, c'était le début pour elle. Bref, je reste très curieuse de découvrir la très célèbre assassineuse du royaume d'Adarlan. Je crois que je l'ai bien dit. Même si permettez-moi de douter un petit peu de ses capacités étant donné qu'elle s'est fait emprisonner. Je blague, on se détend, je suis à deux doigts de me faire arracher la tête par les fans. Pour gagner sa liberté, elle participe donc à un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 années. Et puis on va pas se mentir, je vois ce Rowan de partout, moi aussi j'ai bien envie de le rencontrer. Si je vous dis mythologie grecque, romance et sorcière, il y a forcément un titre qui vous pop en tête, et si ce n'est pas celui-là, eh bien dites-le moi en commentaire parce que je suis très curieuse de découvrir votre recommandation.
c'est le premier tome de la nouvelle trilogie de Witch and God, Les Dieux du Temps, écrit par Liv Stone. Je dois avouer que la première trilogie est allée assez décrescendo finalement pour moi. Le couple Ella-Deimos a été un immense coup de cœur dans le premier tome. Le second a été une excellente lecture mais pas un coup de cœur non plus, étant donné qu'on est en plus aux enfers, j'ai adoré ce passage-là. Par contre le troisième, j'ai vraiment galéré à le finir. J'attends donc beaucoup de cette nouvelle trilogie, notamment dans ce premier tome où on nous met en scène Persiphae et Phobos, le frère jumeau de mon petit chouchou dans le premier tome. D'après les retours que j'ai eus, la fin me laissera apparemment sans voix, donc écoutez, j'ai hâte de le lire moi-même. Je sais ce que vous allez me dire pour le prochain livre, mais pourquoi Aurélie, tu n'as toujours pas continué et même terminer cette trilogie? Moi-même, j'ai pas la réponse. Le tome 1 que j'avais d'ailleurs lu en lecture commune avec les copines avait été une excellente lecture. Peut-être pas un coup de cœur, mais une excellente lecture quand même. Pour ma défense, j'avais commencé les premiers chapitres du tome 2 l'été dernier, il me semble, quand j'étais en vacances, sauf que, étant prise avec la famille, les sorties, etc., j'ai mis de côté ce titre-là et je ne l'ai jamais repris. Mais cette année, c'est décidé, vous me l'avez mis de toute façon dans cette pile à lire, c'est décidé, je continue et même je termine la trilogie Nevernight de Jay Kristoff. Auteur emblématique qui a marqué la fin de mon année 2023 avec l'Empire du Vampire qui est devenu ma meilleure lecture de tous les temps, j'ai très envie de poursuivre du coup les mésaventures de Mia. Je ne vais pas m'engager sur le terrain glissant d'un résumé foireux comme j'ai l'habitude de le faire. Je dirais simplement que dans cet univers où le soleil ne dort jamais, Mia est capable de manipuler les ombres. Accompagnée de gentilshommes, un petit chat fait d'ombre, Mia va intégrer une école d'assassins et tout défoncer sur son passage. Alors celui-ci, je l'avoue, je le propose régulièrement en lecture commune sur mon Discord, mais le pauvre, il ne gagne jamais. En me le choisissant pour ce challenge, j'ai bien l'espoir de le lire du coup cette année. Bien que ce soit une lecture parfaite pour l'automne, je ne vais pas prendre le risque d'attendre cette saison pour pouvoir lire Vespertine de Margaret Rogerson. C'est une autrice que j'ai beaucoup appréciée pour son roman Sorcery of Sound qui avait été une très bonne lecture. J'ai donc décidé de me prendre tous ces romans et j'en ai lu aucun autre. Oui, je sais, il n'y a pas du tout de logique chez moi, mais je pense qu'avec le temps, vous vous en êtes rendu compte. Artemisia est une sœur grise dont le rôle est de purifier le corps des défunts pour les accompagner dans l'au-delà. Il y a que moi qui pense au film La Nonne là, parce que les bonnes sœurs, je les vois plus du tout de la même manière depuis. Pour sauver son couvent d'une attaque de soldats possédés, Artemisia a la brillante idée de réveiller un esprit antique. Bah oui, il faut bien combattre le mal par le mal. Forcément, cet esprit n'a pas que des intentions louables et Artemisia pourrait très bien en faire les frais. Pour le prochain livre, je qualifie personnellement ce type de lecture, ce type de roman par un battle royale en référence au film japonais des années 2000 où une classe se retrouve sur une île déserte dans le but de s'entretuer. Oui, j'ai une culture cinématographique très joyeuse. C'est un genre que j'apprécie énormément dans les romans à condition que ce soit bien fait. Je ne demande pas forcément du sang et des membres qui volent de partout, mais tout simplement une intrigue, des péripéties et aussi des combats qui sont bien développés et bien amenés. J'ai été souvent déçue justement par ce type de lecture trop young adulte parfois et trop gentillé. C'est pourquoi je suis très curieuse de découvrir Light Lark d'Alex Aste, dont j'ai entendu énormément de bien. Un premier tome qui sera d'ailleurs adapté au cinéma si mes informations sont bonnes, mais je ne vais pas attendre sa sortie en salle pour me plonger dans le premier tome étant donné que le second est annoncé pour le 11 avril je crois. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition où sont invités les 6 souverains des différents royaumes pour venir du coup s'affronter. À la fin, bien sûr, il n'en restera qu'un seul. Isla, la souveraine des peuples sauvages, un peuple qui est connu pour tuer celui ou celle dont il tombe amoureux, est bien décidé cette fois-ci à remporter le Centenal. Entre tromperie, tricherie et trahison, la jeune reine est prête à tout pour garder son secret. Et là on se demande tous, mais qu'est-ce que c'est? Bon, accessoirement, je viens de shooter dans mon trépied. Bref, livre suivant. Celui-là, je pense que vous voulez vraiment que je le lise, puisqu'il est aussi rescapé cette fois-ci de mon challenge, du coup 12 livres pour 12 amis, celui-là même, mais de l'année dernière. Et il est de nouveau présent dans cette pile à lire, tout simplement parce que je ne l'ai toujours pas lu. Mais je compte bien remplir cette mission en 2024 et lire Legendborn de Tracy Deonn, qui est une lecture qui revisite les mythes et légendes arthuriennes. Brie intègre le programme anticipé d'une très prestigieuse université de Caroline du Nord suite au décès de sa mère dans un tragique accident de voiture. Tout semble très bien se passer pour la jeune étudiante qui refait sa vie loin de sa famille et de ses souvenirs d'enfance. Mais rien n'est jamais tout beau tout rose, sinon on n'aurait pas de roman. Sa vie bascule à nouveau quand elle est témoin d'une agression magique repoussée par 2 étudiants plus âgés. Elle prend connaissance alors d'une société magique qui vise à lutter contre les forces maléfiques et qui pourrait
peut-être avoir un lien avec le décès de sa mère. Le prochain livre que vous m'avez choisi pour cette pile à lire, il s'agit aussi d'un défi qu'on m'a lancé sur Twitch. Si tu ne me suis pas sur cette plateforme, je t'invite grandement à le faire. J'y fais un live tous les mercredis soirs à 19h30. Je suis d'ailleurs en train de le lire, c'est ma lecture en cours, mais je pense que le moment où je vais poster cette vidéo, je l'aurai déjà fini. Si je spoil un petit peu, je dois dire que j'aime beaucoup ce que je lis. Il s'agit donc de 6 couronnes écarlates écrit par Elisabeth Lim. Et à vrai dire, ça m'arrange grandement que vous me l'ayez choisi puisque le tome 2 est annoncé pour le 13 mars prochain. Et dans mes bonnes résolutions de l'année, j'ai bien précisé que je ne voulais plus acheter de tome 2 sans avoir lu le premier tome. Bref, de quoi parle ce roman de fantasy asiatique? Une magie ancestrale coule dans les veines du plus jeune enfant de l'empereur de Kyata, la princesse Shiori. Shiori le découvre totalement par hasard en donnant vie à une grue qu'elle a faite en origami. Dans un royaume où la magie est strictement interdite, elle garde précieusement son secret en faisant attention à ne pas faire d'écart. Sauf qu'un jour, elle surprend la femme de l'empereur, Raikama, qui est dit aussi la reine sans nom, à pratiquer une sorte de magie noire. Pour la punir de sa curiosité, mais aussi pour s'assurer qu'aucune parole de la jeune princesse Shiori ne vienne condamner Raikama, elle lui lance une malédiction. Elle transforme ses 6 frères en grues et pour chaque mot que Shiori prononcera, un de ses frères mourra. Et pour vous dire, j'aime énormément ce que je lis. Est-ce qu'on partirait sur un petit coup de cœur ? Peut-être. Nous arrivons bientôt à la fin avec l'avant-dernier titre de cette pile à lire. Vous le savez, je ne suis pas une grande fan de romances contemporaines et pourtant il y a une autrice que je vois passer de partout, une autrice française qui plus est, très reconnue dans le milieu. Une de ses dernières parutions porte sur une enquête au sein d'une académie. Je me dis donc que ça pourrait potentiellement me plaire. Dans une ambiance un petit peu à la Dark Academia, je parle bien sûr d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Alors encore une fois, je ne vais pas me risquer à un résumé foireux et je préfère d'ailleurs en apprendre le moins possible sur ce roman pour éviter justement d'avoir des attentes qui seraient peut-être injustifiées. Quoi qu'il en soit, Morgane Moncombe est une autrice de romance que je vois passer de partout et toutes les critiques sont très élogieuses en fait envers cette personne et envers ses romans. Donc pourquoi ne pas essayer? D'ailleurs ce titre-là est un cadeau de Camille de Madame Errance, alors un grand merci à toi si tu passes par ici, j'ai très hâte de le découvrir. Nous arrivons donc au tout dernier titre de cette pile à lire qui est également un cadeau de Manon, tout comme la carte des confins. Donc encore une fois, un grand merci à toi si tu passes par là. Il me faisait envie depuis un très long moment. À chaque fois, je jetais dessus quand j'étais en librairie. Je me disais, je l'achète pas, je ne sais pas. Et bien Manon a décidé pour moi en me l'offrant pour mon anniversaire. Et il s'agit de Forgery of Roses de Jessica et Solson. Pour la petite anecdote, j'étais à 2 doigts de le prendre pour le salon de la presse jeunesse de Montreuil à Paris cette année, enfin du coup l'année dernière maintenant, pour le faire dédicacer par l'autrice qui était présente au salon, mais je m'étais dit Aurélie, tu n'as toujours pas lu ce tome-ci, ne va pas t'y risquer et ta valise n'est pas extensible à l'infini. Bref, nous sommes ici dans un univers de fantasy où nous allons rencontrer Mira qui possède un pouvoir extraordinaire. En effet, cet artiste peintre est capable de corriger votre apparence par le biais de sa peinture. Une cicatrice, un bras cassé, tout ceci peut disparaître avec un portrait qui est réalisé sans défaut. Bien évidemment, cette capacité que Mira garde précieusement secrète, la femme du gouverneur va un jour le découvrir et lui demander de réaliser un portrait de son défunt fils pour le ramener à la vie. Et voilà les amis, nous sommes déjà arrivés à la fin de ces 12 livres que vous m'avez choisis sur Instagram. Je vous remercie grandement d'avoir voté, d'avoir participé justement à ce petit vote. Cette vidéo a peut-être été assez courte, mais j'avais envie de vous les présenter assez succinctement, histoire de vous donner envie, mais de pas dire de conneries non plus en essayant de les résumer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre l'emoji de la rose en référence justement à ce dernier titre, Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!